is a recognition that the threat from climate change is serious, it is urgent, and it is growing. Our generation's response to this challenge will be judged by history. For if we fail to meet it boldly, swiftly, and together, we risk consigning future generations to an irreversible catastrophe. C'est ici que pour la première fois nous avons discuté du concours Odysseus. Une problématique, comment faire avancer l'humanité depuis l'espace. Mais une contrainte nous tenait particulièrement à cœur, l'écologie. C'est ainsi que nous avons retenu une idée. Nous l'avons développée, enrichie, peaufinée et présentée avec les moyens dont nous disposions. Elle réussit cependant à nous amener ici, à Toulouse, pour que nous puissions vous l'exposer. L'énergie est aujourd'hui la principale source de conflit dans le monde, avec le gaz et le pétrole. Imaginez un monde où l'énergie n'est plus source de dépenses, de pollution ou de danger. Cette pièce par exemple a besoin d'énergie pour être éclairée et chauffée. Et bien l'espace, qui pour la plupart des gens ne sert qu'à l'observation et à la science, pourrait être utilisé pour chauffer ce bâtiment et même la ville entière. C'est le projet que nous allons présenter aujourd'hui, c'est le projet Adonis. Depuis l'aube de l'humanité, l'espèce humaine exploite les ressources de la Terre en quête d'énergie. Aujourd'hui, nous utilisons principalement le pétrole, plus généralement les énergies fossiles. Source de nombreux conflits militaires et économiques, ces énergies sont également une immense source de pollution par leur raffinement et leur utilisation. Mais remettons en place le contexte. Quand l'homme a découvert et a commencé l'extraction des énergies fossiles, elles n'étaient qu'un minimum exploité. Mais depuis, la population ne cesse d'augmenter, d'augmenter et d'augmenter. Et chaque homme possède une voiture, une maison à chauffer et consomme de plus en plus d'énergie. Pour répondre à la demande toujours plus importante, on doit exploiter de plus en plus ces énergies non renouvelables. La conséquence de cette consommation intensive n'est autre que l'augmentation du phénomène d'effet de serre. Explication. L'atmosphère terrestre piège naturellement les rayons réfractés par la Terre par le biais de certains gaz, permettant une température propice à la vie. Cependant, l'augmentation de la concentration de ces gaz entraîne un réchauffement climatique déréglant les cycles naturels terrestres et commence déjà à affecter l'humanité. Se rendant compte du danger, l'homme a dû se tourner vers de nouvelles sources d'énergie non polluantes. Ce sont les énergies renouvelables, comme les éoliennes et les panneaux solaires par exemple. Malheureusement, elles possèdent d'importants désavantages. L'éolienne ne produit que de trop faibles quantités d'énergie, tout comme les panneaux solaires qui possèdent un rendement très faible, dû tout d'abord à la technologie trop peu optimisée, mais aussi au manque d'exposition au soleil. En effet, le panneau solaire fonctionne uniquement lorsqu'il reçoit les rayons de notre étoile. Mais la Terre tourne sur elle-même, et environ la moitié de la journée est passée à l'ombre du soleil, plus connu sous le nom de la nuit. Mais comment améliorer cette exposition, et donc le rendement de ces panneaux ? Eh bien, envoyons ces panneaux dans l'espace, qui n'attend que l'homme pour être exploité. La ville de Lyon, 3e ville de France, comporte presque 500 000 habitants et consomme 3,5 milliards de kWh par an. Elle serait parfaite pour une telle expérience. C'est ainsi qu'est né le projet Adonis. Commençons par expliquer son fonctionnement. Les panneaux photovoltaïques, placés face au soleil, fonctionnent grâce à une série de cellules photovoltaïques. Zoomons un peu sur les détails. Les cellules captent les photons et les convertissent en énergie électrique par une réaction chimique que l'on peut ensuite exploiter pour nos besoins. Pour envoyer dans l'espace ces panneaux, mettons-les dans une fusée. Enfin, vu l'importance de la surface à déployer, il n'y en aura pas qu'une, mais plutôt une trentaine. On aura besoin de près de 3,5 km² de surface, soit environ 300 tonnes, sachant qu'Ariane 5 pourra envoyer près de 10 tonnes en orbite par lancement. Détaillons à présent le fonctionnement de la station. Elle se découpe en 3 étages. Le premier, face au soleil, supporte la surface photovoltaïque, qui permet de récupérer l'énergie solaire. Le deuxième, placé en dessous, est le corps même de la station, c'est lui qui supporte le reste de la structure. Le dernier étage, au plus près de la Terre, se compose des systèmes de transmission que nous aborderons un petit peu après. Se pose maintenant la question du choix de l'orbite. La première pensée se tourne vers une orbite géostationnaire, et non géocentrique, comme écrit sur le tableau. Merci Jordan. De rien. L'orbite géostationnaire, suivant la rotation de la Terre, n'est pas la plus efficace, car 1h22 d'ensoleillement est perdu chaque jour. Donc rien qu'au bout d'un an, ça fait déjà beaucoup. Le choix d'une autre orbite s'impose donc.
Avec ses 36 000 km d'altitude, l'orbite géostationnaire, et comme on est bon on fait l'erreur, est également très éloignée et limite les échanges d'énergie. Nous nous dirigeons donc vers une orbite plus avantageuse qui serait l'orbite héliosynchrone. Située entre 200 et 1600 km d'altitude, elle n'est jamais à l'ombre du Soleil. Il y a quand même un problème, sur cette orbite la station se déplace plus vite que la rotation de la Terre, ce qui l'empêche de rester au-dessus d'un point fixe. Ce n'est donc pas une seule station que l'on va envoyer, mais bien une constellation de 5 stations reliées entre elles, afin d'en avoir toujours au moins une à portée d'un point fixe. Wow. Mais revenons à la transmission d'énergie. Relier les stations entre elles est un vrai défi auquel nous avons une solution, la technologie MASER, Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ou en français, amplification de micro-ondes par émission stimulée de radiation. Elle permet de relier énergétiquement deux stations. Le faisceau d'énergie est envoyé par un émetteur MASER et réceptionné par une rectaine. L'énergie ainsi transmise est ensuite envoyée sur Terre de la même manière sur un point fixe proche de Lyon afin d'alimenter la ville. Lors de la transmission vers la Terre, l'obstacle de l'atmosphère terrestre doit être franchi. L'opacité atmosphérique nous force à utiliser des rayons compris entre 100 mm et 10 mètres de longueur d'onde, les valeurs correspondant aux longueurs d'onde des micro-ondes. Si nous avions utilisé un laser, les rayons auraient été absorbés ou renvoyés en partie par l'atmosphère, ce qui réduit considérablement le rendement. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça apporte réellement ? Lyon consomme 3 500 millions de kWh par an. Cela implique 315 000 tonnes de CO2 rejetées par an dans l'atmosphère. Éviter ces rejets est donc loin d'être négligeable pour le bien de la planète, d'où l'intérêt écologique du projet. Mais le monde d'aujourd'hui ne nous permet pas de nous concentrer uniquement sur l'aspect écologique. Ça tombe bien, le projet est également rentable économiquement. Si on se penche sur l'évolution du coût de la réalisation, on peut voir qu'en 2000, il serait d'environ 15 milliards d'euros. Aujourd'hui, il serait de 11,5 milliards et en 2030, d'après notre estimation, le coût serait de 7,5 milliards d'euros. Quant au temps de rentabilité, il aurait été de plus de 31 ans en 2000. En 2015, il aurait baissé à 22 ans et d'ici 15 ans, il ne serait plus que de 12 ans environ. L'avenir de l'humanité est aujourd'hui entre nos mains. Il est temps pour nous d'agir et de nous donner les moyens de le faire. Adonis, l'espace au service de l'environnement.